Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint ce webinaire consacré à l'impact de la crise géopolitique et plus largement à l'inflation sur les PME. Comme il est 14 heures, on va attendre encore peut-être une ou deux petites minutes que les derniers participants nous rejoignent avant de commencer réellement. Bon, écoutez, il est 14h01, je vous propose qu'on commence. Donc, bonjour à tous. Pour ma part, je suis Philippe Chéron, je suis directeur de la relation clientèle chez Agicap et j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce séminaire consacré à l'impact de l'inflation sur la trésorerie des PME. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis accompagné de Timothée Favier, qui est expert au sein d'Agicap sur la gestion de trésorerie au sein des PME, et de Jean de Sigy, qui est consultant au sein de la société Oxygène et qui accompagne ses clients sur l'optimisation de leur trésorerie en particulier. Juste quelques points techniques avant d'aborder vraiment le cœur du sujet. Ce webinaire est enregistré en temps réel et donc vous aurez le lien vers l'enregistrement de ce webinaire en fin de session par email. Donc, si jamais vous devez partir un peu avant, c'est pas forcément un sujet. Et ensuite, vous avez la possibilité de répondre à poser des questions durant la séance grâce à la petite bubble qui est en bas à droite sur le chat. Donc ça, je pense que tout le monde est familier de ce genre d'exercice. Du coup, si on rentre vraiment dans le cœur du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, tout d'abord, on aura une petite discussion sur l'inflation, d'où elle vient, quelles sont son origine et c'est quoi un petit peu les grands chantiers pour les CFO et les CEO pour en partie, on va dire, limiter son impact sur la santé financière des entreprises. Ensuite, Jean de Sigy nous fera un retour d'expérience sur des cas concrets qu'il peut voir au sein de ses clients. Et enfin, on fera une session un peu plus pratique sur la manière de gérer efficacement sa trésorerie à travers Agicap. Et on gardera quelques minutes à la fin, bien évidemment, pour répondre à vos questions. Du coup, si on commence par l'inflation, ce qu'on voit tout d'abord, c'est qu'on est dans une situation en fait qui est du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a une inflation qui est galopante et qui touche en plus certains types de marchandises encore plus que d'autres. On a un client, par exemple, pour tout vous dire, qui a eu un fournisseur qui l'a appelé en disant « Écoute, moi, c'est 40% d'augmentation, sinon j'arrête de te livrer dans 2 mois ». Et ça, c'est typiquement des situations qui sont assez extrêmes et qui peuvent arriver dans les différents business. Ce qu'on voit, c'est que même si aujourd'hui, on a un petit peu un tropisme dû à la guerre en Ukraine et les événements dramatiques qui s'y passent et leurs conséquences sur certains cours de matières premières, en fait, le contexte d'inflation, il ne date pas des derniers mois, mais il date vraiment si on peut qualifier, la fin de la crise Covid. Et au cours des 18 derniers mois, en fait, on a une tension forte sur un certain nombre de biens de matières premières. Là, on a mis un exemple sur des matières un peu plus des nécessaires dans le secteur du high-tech. Notamment, vous pouvez voir le semi-conducteur, l'acier qui a plus de triplé en l'espace d'un an. Et ça, c'est des situations vraiment qui apparaissent de plus en plus fréquemment. Si on cherche à comprendre l'origine de ce phénomène, en fait, il est vraiment multiple. En fait, si on regarde, pendant la crise du Covid, si vous voulez, il y a eu les banques centrales qui ont mis énormément d'argent dans l'économie, dans l'espoir de stimuler la consommation. Cette consommation, en fait, elle se révèle en fin de période Covid. Donc, on a une forte demande partout dans le monde pour la consommation. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, pendant les mois de Covid, il y a eu un sous-investissement de la part des industriels sur leur outil de production. Et donc, du coup, on se retrouve avec un décalage entre les capacités de production et finalement la demande. Un exemple assez iconique, c'est tout simplement sur les bateaux de transport. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, on a arrêté de construire des gros bateaux, notamment des porte-conteneurs.
Et aujourd'hui, comme on a une demande qui revient de manière assez forte, tout le monde veut mettre des marchandises sur des bateaux et malheureusement, on n'a pas cette capacité. Alors, on peut même savoir si elle est voulue ou pas par les shipping companies, mais on se retrouve du coup avec un coût du shipping qui explose. À tel point qu'en fait, ça fait un effet d'aubaine pour ces compagnies qui ont multiplié quasiment par 10 ou 15 leur rentabilité et qui en sont à un point où elles-mêmes, en fait, arrivent à caper leur prix, notamment pour des plus petits clients. Donc, tout ça, ça génère énormément déjà de tensions inflationnistes et de par en plus les événements récents sur l'Ukraine, comme vous avez pu le suivre, on s'est mécaniquement, pour des raisons éthiques, coupé de sources d'approvisionnement énergétique et donc ça génère énormément de problématiques sur l'apport de gaz et d'électricité en Europe et puis largement dans le monde. Et aussi un point particulier sur les denrées agricoles puisque l'Ukraine et la Russie sont à la fois des grands fournisseurs de blé mais aussi d'engrais pour toute l'Europe. Donc voilà un petit peu le contexte, un contexte encore une fois qui est assez, historique en termes de situation. Encore une fois, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas vu un contexte inflationniste aussi important en France. Et la grande difficulté maintenant qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un phénomène finalement qui va durer ou c'est un phénomène qui est assez contraint dans le temps. Et là, alors bien évidemment, personne n'a une réponse à 100% sur cette question, parce que sinon on serait trader et on se ferait beaucoup d'argent. Mais il faut avoir une capacité en fait à structurer son entreprise pour être capable d'absorber des chocs, et j'ai envie de dire, quel que soit le temps que ça coûte. Ce matin, j'ai écouté les informations. Par exemple, Shanghai est en train de se confiner à nouveau. Donc, il faut imaginer que ça va encore générer des complexités sur les approvisionnements en provenance de la Chine. Donc, du coup, si on se dit concrètement, c'est quoi un petit peu les grands axes pour une direction financière, ils sont en fait de plusieurs ordres. D'une part, il y a effectivement cette question, c'est quoi en fait les matières premières qui sont, ou même les produits intermédiaires, et quels sont les produits qu'on achète, les prestations qu'on achète qui sont soumis à ce type d'inflation. Déjà pour essayer de dimensionner la taille du problème sur lequel on fait face. La question du combien de temps, c'est plus des hypothèses qu'il faut se faire, puisque là, on a vraiment une incertitude qui est forte. Ensuite, il faut se donner une opinion sur le niveau d'exposition que l'on a face à ces problèmes. Certains d'entre vous ont mis en place des contrats à long terme avant l'inflation. Donc, potentiellement, il y a des formules avec index pour suivre l'évolution des prix, ou il y a des systèmes d'edging qui ont pu être mis en place. Du coup, ça vous permet en fait de caractériser le niveau de risque. A contrario, si vous achetez en permanence des produits sur des marchés spot, potentiellement, vous êtes extrêmement à risque sur vos matières premières. Et ensuite, là, on a mis la question de manière un peu provocante, mais combien ça vous coûterait de rien faire? Et on voit évidemment, la question est complètement évidente, c'est-à-dire que le coût de rien faire est bien sûr très important. Donc, c'est quel plan d'action on se donne et comment on arrive à traquer son impact et quelle gouvernance vous mettez en place dans votre entreprise pour suivre l'impact de ces différents facteurs. Donc, si on regarde maintenant concrètement comment adresser et quels pourraient être les leviers, j'ai envie de dire, pratico-pratiques que vous pourriez mettre en place, la base, vraiment, comme on le voit, on est sur des systèmes qui sont extrêmement volatiles. Les matières premières peuvent prendre plus ou moins 10% par jour. Et donc, lorsque, avant, on pilotait, j'ai envie de dire, par grosse maille, qu'on pouvait s'offrir une grosse fenêtre d'incertitude, c'était possible parce que finalement, les variables de notre modèle évoluaient très peu. Là, aujourd'hui, on a de telles variations qu'en fait, on peut plus se permettre de piloter une entreprise, j'ai envie de dire, à la grosse. Maintenant, il faut vraiment qu'on ait un pilotage fin. Et pour faire un pilotage fin, ça nécessite d'avoir des informations qui sont fiables et à jour, aussi bien côté PNL que côté cash. Ça, on reviendra par la suite. Sur la base de ces informations-là, ça va vous permettre de définir un certain nombre de mesures. Alors, le premier, c'est le plus évident, mais c'est aussi le plus complexe. C'est-à-dire que vous allez regarder sur votre base fournisseur, là où il y a des flambées de prix, et vous allez comprendre déjà quelles sont les augmentations qui sont acceptables. Le problème d'un système inflationniste, c'est que ça crée un énorme effet d'aubaine. Je vous explique, vous allez avoir des fournisseurs qui vont venir vous dire moi, le métal a fait x3, donc mon prix fait x3.
Ça, c'est une réponse c'est une demande qui est inacceptable parce que ça sous-entend que l'intégralité en fait de la structure de coût de votre fournisseur est liée au métal. Or, vous, quand vous achetez une pièce métallique, vous achetez à la fois du métal, vous achetez aussi de la main-d'œuvre pour façonner le métal, vous achetez aussi le G&A de votre fournisseur. Et donc, on ne peut pas accepter que x3 en métal égale x3 en termes de prix final. Donc, vous, ça nécessite en fait de comprendre la structure de coût de vos fournisseurs afin d'avoir un challenge qui soit intéressant. Ensuite, ça nécessite aussi des actions achats pour comprendre est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à mettre en compétition vos fournisseurs. Ça, le levier aussi, une fois achat le plus basique. Mais si vous arrivez à combiner la compréhension de la structure de coût de vos fournisseurs avec une compétition, une remise en compétition, RFQ ou juste RFI, vous arriverez à avoir une discussion intéressante avec vos fournisseurs. Et ensuite, le meilleur achat, comme toujours, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc, le but du jeu, c'est de regarder poste à poste comment on peut optimiser ses leviers de demande ou même dans son produit, comment on peut arriver à optimiser son produit pour mettre moins de matières premières. Ça, c'est sur la partie vraiment dépenses fournisseurs. Ensuite, de la même manière, il y a un peu un contrat à faire avec vos clients, c'est un contrat de confiance, c'est-à-dire que vous, de la même manière que vous n'allez pas apprécier de vous rendre compte qu'un fournisseur vous a passé une hausse de manière un peu incongrue, vous, il faut aussi que vous soyez capable de déterminer quelle est la juste augmentation de prix que vous voulez passer à vos clients, premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous voulez passer cette hausse à tous vos clients? Est-ce qu'il y a des clients stratégiques que vous voulez essayer de préserver, au contraire d'autres clients? Enfin, avoir vraiment une approche un petit peu stratégique de votre panier de clients. Ensuite, évidemment, on va chercher la question d'extension de vos marchés, essayer de chercher des chiffres d'affaires adjacents sur des business, soit de services du coup, qui seront moins dépendants de matières premières, mais il faut vraiment arriver à réfléchir sur des business qui ne sont pas impactés par les inflations qu'on a vues précédemment. Et enfin, sur les coûts people, ce qu'il faut se dire, c'est comment, avec mes équipes actuelles, j'arrive à en utiliser le meilleur pour délivrer le maximum de valeur pour ma société. Et là, ça pose la question de, en fait, toutes les tâches, aussi bien, j'ai envie de dire, dans des tâches de back-office, des postes de G&A que des postes productifs, c'est chercher tout ce qui n'est pas lié à la création de valeur ajoutée et qui pourrait facilement s'automatiser. On aura l'occasion d'en discuter, ne serait-ce que sur la gestion de trésorerie, qui est un exemple que nous, on connaît bien, où il y a des tâches en fait, qui sont fastidieuses lorsqu'elles sont faites à la main. Et bien là, c'est tout l'intérêt d'avoir des solutions automatiques pour le faire à la place, de manière à dégager du temps pour gérer ne serait-ce que les problèmes qu'on a vus précédemment. Donc voilà, ça c'était un petit peu le contexte général et les types de leviers qu'on peut voir pour être face à l'inflation. Et du coup, je passe la main à Jean pour nous expliquer sur des cas concrets de clients comment ça se passe. Merci Philippe. Alors, comme Philippe l'a indiqué, j'ai fondé un cabinet de conseil autour du contrôle de gestion il y a 7 ans. Nos activités couvrent l'élaboration de la stratégie, la structuration des fonctions financières et la mise en place d'outils, de systèmes d'info. Et à ce titre, nous sommes très heureux de travailler avec Agicap, dont nous apprécions les outils, le dynamisme et la compétence technique. Je viens aujourd'hui vous apporter un témoignage de ce qui peut être observé dans la dizaine d'entreprises où nous sommes actuellement présents. Donc, ce n'est pas une expertise, ça va être un retour d'expérience plutôt terrain. Et ces entreprises, d'une manière générale, sont impactées sur leur supply chain, sur leur structure de coûts, induisant de fortes perturbations sur la gestion de la trésorerie. Donc là, c'est la supply chain, la structure de coûts et la trésorerie. Et le pilotage devient du coup de plus en plus chronophage, avec des contrôleurs de gestion et des trésoriers qui aspirent à gagner du temps sur la gestion de la donnée. Donc, je dirais qu'en synthèse, la crise géopolitique a des effets sur l'amont et l'aval de l'entreprise, ainsi que sur l'entreprise elle-même. C'est une analyse donc séquentielle qui rejoint ce que Philippe disait il y a quelques instants sur le besoin d'analyser sa position. Les effets de la crise de la supply chain sur la trésorerie sont simples, c'est pas toujours des conséquences négatives. Certaines ont su en tirer parti et quelquefois au prix d'adaptation. Ainsi, je citerai le cas d'un client dans le recyclage. Une partie de ses approvisionnements proviennent des chantiers de démolition. Alors que son outil était formaté pour récupérer des matières naturelles en laissant de côté les menues quantités de métaux présentes, il a constaté l'envolée du prix du métal.
Et ça s'explique, l'Ukraine est l'un des principaux fournisseurs de ferraille de l'Europe. Donc en quelques jours, une analyse des cours et du coût des machines a conduit à un investissement dont le retour, le ROI, se compte en semaines. Le problème d'approvisionnement ukrainien, finalement, se retourne en sa faveur pourvu qu'il sache s'adapter. Et le prix de la ferraille, pour vous donner une idée, le prix de la tonne de ferraille dépasse en ce moment les 5 000 €, alors que ceux des matières naturelles se comptent en dizaines ou en centaines d'euros selon les matières. Donc voilà un écart fort. Il devient rentable de récupérer même les vieux clous dans les planches. Et ce n'est pas une expression, c'est ce que fait la machine qui a été achetée. Le secret du succès était la rapidité pour investir et pour modifier le processus de tri sur les sites. D'où l'idée générale qui est affichée, c'est que les entreprises les plus résilientes sont celles qui réagissent le plus vite. Ensuite, l'étape d'après, c'est de regarder les chaînes d'approvisionnement. En effet, comme elles sont fragiles, les aléas sont nombreux. Alors, un autre exemple, pour renouveler sa flotte de véhicules, un client a vu son délai passer de mars à août 2022, et maintenant, on lui annonce en 2023. On est passé d'un délai court, alors mars, c'était annoncé en janvier. Finalement, un délai court et précis, un délai long et précis, et maintenant un délai imprécis. La cause, c'est le manque de semi-conducteurs, puis le gaz néon qui est important pour fabriquer, pour certains robots qui fonctionnent dans les chaînes automobiles, puis l'encombrement des voies ferrées en Europe de l'Est, qui fonctionne beaucoup en ce moment, mais pas pour transporter des automobiles. Et la conséquence pour ce client, c'est un investissement qui a été financé, puisqu'on prévoyait un important renouvellement en mars, mais il n'est pas encore consommé. Pendant plusieurs mois, il sera important de maintenir la trésorerie pour que le financement ne fonde pas par mégarde. Le piège, c'est d'avoir une trésorerie importante, de ne plus en surveiller le niveau et de ne plus disposer de cette trésorerie au moment où l'investissement se réalise plusieurs mois plus tard. Un manque de vigilance pourrait amener l'entreprise à consommer la trésorerie destinée à payer l'investissement. Alors, une conséquence paradoxale porte sur l'affacturage, qui est aussi un des gros sujets des trésoriers actuellement. En période stabilisée, une PME compte sur un flux régulier de factures à mobiliser pour financer son flux régulier d'approvisionnement. Donc, on peut faire un affacturage stable puisque tout est stable, l'amont, l'aval. Mais la désorganisation des supply chains conduit à une désynchronisation des flux. Par moment, le financement du BVR devient tout simplement impossible. Je vous prends un exemple concret, constaté récemment, il date du 28 mars. C'est une PME dont la facturation est en moyenne de 500 kg € par mois. Son contrat d'affacturage lui permet d'en mobiliser 60%, soit théoriquement 300 kg € en un mois. Si on se met sur 2 mois, 600 kg €. 500 kg € fois 30%, tout ça sur 2 mois, ça fait 600 kg €. Cependant, en début d'année, un à-coup dans ces approvisionnements limite les ventes. Parce que n'ayant plus de supply chain amont, en aval, on n'arrive plus à vendre. Les ventes s'élèvent donc à 250 kg € en janvier, soit la moitié du niveau normal. Et en février, suite à cet à-coup, les ventes, elles, remontent de 50% et sont à 750 kg €. Apparemment, sur 2 mois, on a 1 million, la même chose que sur 2 mois stabilisé. Mais c'est plus 1 million réparti pareil, c'est plus 500 et 500, mais 250 plus 750. Sur les 2 mois cumulés, le chiffre d'affaires est identique à la moyenne. Il n'est pas de même en trésorerie. Parce que seuls 250 kg € sont disponibles pour être mobilisés. Et donc on a un montant de mobilisation qui est inférieur à la moyenne. Et sur le deuxième mois, il n'y aura pas de rattrapage, puisque les montants sont souvent plafonnés. Dans cette entreprise, ils étaient plafonnés à 300 kg €. Si bien que sur le premier mois, on a mobilisé 250, sur le deuxième, on est allé aux 300, ça fait un total de 550 au lieu des 600 habituels. Et donc l'affacturage a baissé uniquement par le décalage des flux. Outre le trou de financement, cet événement a eu aussi un effet sur le quotidien du trésorier. Il faut penser aux hommes, aux acteurs ou aux femmes. En mars, au fur et à mesure du règlement des échéances par les clients, le facteur a progressivement réintégré dans le compte les factures qu'il avait rejetées en février, car elles excédaient le plafond de 300 kg €. Donc chaque jour, le trésorier a passé du temps à réconcilier les comptes du facteur et ceux de l'entreprise, activité qu'il ne faisait pas habituellement. Et avec une nouvelle conséquence, c'est que la réintégration en mars des factures de février a à nouveau consommé du droit à présentation de mars. Donc on est revenu taper dans le plafond de 300 kg €. Ce qui fait que la mécanique infernale se reporte sur avril par un effet de domino. Ainsi, un coup d'élastique sur 2 mois en début d'année peut avoir des effets en forme de réplique du séisme jusque dans l'été.
Donc la conclusion, c'est que le travail de reprévision revient de plus en plus souvent et consomme de plus en plus de temps, avec à la clé la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements. Autre constat, en aval de l'entreprise, si l'on continue dans la supply chain, c'est le pouvoir de négociation avec les clients. Et ça, c'est une question qui nous est posée très fréquemment, soit par nos clients, soit dans des webinaires. Détectez-vous de l'inquiétude dans votre clientèle liée à conjoncture? Eh bien, contrairement à la période du premier Covid, on ne peut pas parler d'inquiétude. Dans le premier Covid, oui, il y avait une forte inquiétude parce qu'il y avait une incertitude sur l'avenir. À l'époque, cette incertitude sur l'avenir proche était forte, la situation était totalement nouvelle, et les entreprises ont surmonté la crise Covid grâce à leur résilience, grâce aussi aux mécanismes systémiques mis en place par les filières, les gouvernements et par l'Europe. Du coup, maintenant, elles sont confiantes dans le fait qu'elles savent traverser une crise. On a comme un effet d'expérience de la crise Covid qui est réutilisé, recyclé dans notre crise actuelle. Un autre élément de réconfort est pour l'instant la réceptivité du marché. Les hausses de prix peuvent être répercutées dans une certaine mesure. Il y a une compréhension de la problématique au niveau des filières et du coup une discussion, un dialogue qui peut s'instaurer. Donc, premièrement, une confiance en soi. On a vu qu'on avait supposé surmonter la crise Covid, donc a priori, on arrivera à surmonter la crise à venir. Par ailleurs, un esprit de solidarité qui fait que potentiellement, au sein des filières, un dialogue peut s'instaurer, les entreprises ne se sentent pas seules. Enfin, on peut s'interroger sur l'effet de réputation. Et plus qu'une inquiétude, je pense que c'est l'effet de réputation auquel il faut vraiment s'intéresser en matière de résilience de l'entreprise. On le mesure dans l'affaire Total Energy. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, la marque était attaquée très fort et pendant une semaine, on était dans un espèce de maelstrom médiatique lié au fait que Total restait en Russie avec des raisons qui lui sont propres, qui ont été expliquées par l'entreprise. Le sujet n'est pas de savoir si elle doit rester ou pas, mais en tout cas de voir que le fait qu'elle soit en Russie, donc un élément de sa stratégie, conduisait l'environnement économique, aussi bien du niveau des clients que des forces sociales et des forces politiques, à s'interroger sur la marque elle-même. Et là, je pense qu'il faut être très, très, très vigilant dans la période de turbulence actuelle. Est-ce que la dégradation d'image liée à sa présence russe se traduira par un glissement des achats de gaz par les particuliers? On ne sait pas dire, mais c'est possible. Et donc, on voit émerger au travers de cet exemple le fait que l'on peut avoir aussi des problématiques commerciales, non pas liées à la crise elle-même, mais aux répercussions de cette crise. Alors, je voudrais citer un exemple industriel, puisque nous avons beaucoup de clients automobiles, et cet exemple est à la confluence des trois, notamment la capacité de négociation avec les clients, la solidarité des filières et la réputation. Alors, on analysera la réponse que deux grands constructeurs européens, eux-mêmes confrontés à la mutation automobile plus large, quelle réponse ils apportent à leurs partenaires, notamment à leurs fournisseurs, alors que tout le monde se retrouve dans une mutation automobile qui est plus large que la simple crise conjoncturelle. Alors, le premier constructeur auquel nous faisons face, les exemples sont réels, a conduit l'un de ses sous-traitants de référence à commander 30 tonnes de matière, puisqu'il y a pénurie de matière, avec une promesse orale, et je dis bien orale, de confier une référence en projet. Dans le même temps, dans un souci de négociation et de maintien des prix, son service achat a fait copier les plans des prototypes et ils ont affecté la série à un concurrent mieux disant. Résultat, double peine pour le sous-traitant, qui s'est retrouvé d'une part sans la série, mais aussi avec la matière qui lui est restée aux mains. Donc cette affaire a semé l'émoi et soulevé la question de la crédibilité des équipes achats du groupe automobile, qui est en passe de perdre leurs prototypistes, ce qui pose souci pour l'avenir. Il pourrait s'ensuivre un risque de réputation pour un constructeur automobile. Vous voyez que je veille à ne pas citer son nom, il est européen et je n'en dirai pas plus. Mais l'effet de réputation se répandant chez les sous-traitants, la filière pourrait se retrouver fragilisée. Et là, ce constructeur-là, très précisément, sur une matière et un produit où il y a 10 fournisseurs en France, pourrait se retrouver avec un problème supplémentaire. La fragilité de la supply chain devrait pousser les grands donneurs d'ordre à la prudence. Je prends un autre constructeur européen. Lui, il accepte les hausses de prix de notre client sous une condition. C'est sous réserve que notre client lui délivre la décomposition du coût de la pièce. Donc, on se retrouve dans une transparence quasi totale. On joue à livre ouvert et notre client connaît notre marge, notre structure de coût. Mais il passe la hausse matière sur la partie matière. Donc, il y a une espèce de
de rapport de partenariat qui s'est établi, qui est un peu au-delà du rapport de sous-traitance habituel. Et à ce moment-là, sur la base de la décomposition de coûts, en utilisant ses propres forces d'ingénierie, il promeut des recherches d'économie sur la part hors matière, notamment en optimisant les boucles logistiques. On voit une démarche qui est partenariale, structurée et qui permet aux sous-traitants de passer une partie de ces hausses. Donc on a deux cas là totalement différents, où il y a une réaction par rapport au prix de matière, qui sont l'un dans la négociation pure, avec éventuellement des démarches assez abruptes, qui peuvent peut-être permettre de limiter les coûts, mais posent peut-être des problèmes aussi stratégiques à long terme, et une autre qui va être plus mesurée, peut-être plus lente, et qui préserve la filière. Donc en conclusion, la sérénité reste de mise grâce à cette confiance entre l'aval et l'amont des supply chains. Et je pense que ce mot de sérénité est important parce qu'il y a une solidarité dans le tissu économique. Le soutien des clients appelle celui des fournisseurs. Et dans ce contexte, la recette pour répercuter à temps les hausses subies est assez simple. Il faut revoir régulièrement son coût de revient de fabrication. Quand notre constructeur nous impose de lui fournir la décomposition de coûts, en fait, il nous rend service parce qu'il nous pousse à nous poser des questions sur ces décompositions de coûts et donc à aller très vite en trésorerie pour que dès que la hausse matière se déclenche, on puisse déclencher une hausse de prix. Et là, on voit que la notion de rapidité est importante. Il faut régulièrement mettre sous surveillance tous ces postes de bilan et de compte de résultats en mettant à jour régulièrement sa trésorerie. Alors, on arrive là à un dernier effet, c'est l'effet de la crise sur la structure des coûts. Là aussi, le raisonnement immédiat est qu'une problématique de hausse matière entraîne une problématique de coût. Oui, mais regardons la chose de manière plus approfondie. Les coûts matières sont une charge variable. Et donc, en bon financier, vous savez qu'un point mort se calcule sur les charges variables. Si vous êtes parvenu à augmenter vos prix de vente et à absorber la hausse matière, à ce moment-là, mécaniquement, l'évolution du prix de l'énergie et des matières a bouleversé la structure de coût, qui était jusqu'alors relativement stable. Ça fait des années qu'on est en structure de coût stable. Et là, la structure de coût commence à se déformer avec une part variable qui augmente. Je vais prendre le cas d'un client, une fonderie aluminium. 25% du prix pièce est lié à l'électricité dans l'aluminium. Les hausses récentes ont porté ce taux à 33%. La matière a cru dans des proportions similaires. Elle porte à la fois un coût lié à l'énergie et un autre lié aux approvisionnements d'alumine, dont la Russie et l'Ukraine sont de gros producteurs. Enfin, il y a une prime de risque qui, elle, est liée à l'instabilité du LME, donc à l'ambiance économique générale. Si ces effets cumulés peuvent être répercutés dans les prix de vente, l'effet est paradoxalement favorable à la gestion financière du fondeur, parce que la part des coûts variables augmente, et donc le point mort se trouve réduit d'autant. Donc on voit qu'un pilotage fin va permettre quelquefois de tirer son épingle du jeu. Alors dans un premier exemple que j'ai donné, en rééquilibrant les gammes de produits vers des gammes de produits qui sont actuellement recherchées par le marché puisque rares, ou bien en prenant conscience de l'évolution du point mort et donc en ayant une gestion fine de sa finance. Mais dans les deux cas, la recette du succès, c'est de ne pas laisser le temps s'écouler. On est dans un monde qui devient inflationniste, comme le disait Philippe, donc il faut aller vite. Alors on pourrait multiplier les exemples. Par exemple, sur le poste RH, il y a les tensions dans le recrutement conduisent à travailler la productivité, à revoir les salaires ou les conditions de travail. Elle conduit aussi à investir. C'est ce que Philippe disait sur le flux d'investissement qui était toujours très fort. Mais certains investissements vont se cumuler avec des contraintes liées aux mutations de la société. Je pense aux décrets tertiaires, par exemple, qui touchent les bâtiments industriels. Je pense à l'électrification du parc automobile. Les secteurs sont donc très, très, très divers. Ils sont aussi divers que l'hôtellerie, la plasturgie et la fonderie. On voit qu'on a à la fois une crise inflationniste et une crise de mutation d'économie qui va vers plus de verre, donc le décret tertiaire ou l'électrification du parc automobile, ou qui va vers plus de souplesse liée notamment au télétravail, etc. Donc en fait, il faut mettre sous surveillance tous les postes du bilan et du compte de résultat et mettre à jour régulièrement le décalage de temps entre la constatation d'un engagement et le flux financier correspondant. Alors comment faire? Je vais bientôt laisser la parole à Timothée qui va vous montrer comment cela fonctionne avec des outils de trésorerie.
Mais je dirais que, d'une manière générale, nos clients les moins matures suivent leur trésorerie sous Excel. Ceux qui suivent leur trésorerie. On a quelques clients qui ne suivent pas leur trésorerie. Mais ceux qui suivent leur trésorerie la suivent sous Excel et consacrent un temps certain en fin de mois à importer leurs mouvements bancaires et recaler leurs prévisions. Nous allons voir concrètement comment on peut les importer en direct dans un outil et mettre à jour dans l'outil AGCAP une prévision de trésorerie au travers d'une démonstration. Alors, on a un petit tableau Excel, un petit tableau qui est donc mixte, qui est composé d'une prévision établie à partir du budget, d'un réel qui est construit à partir d'une importation de la balance mensuelle, et puis d'un tableau de bord où on lit des soldes intermédiaires de gestion. Donc, on a un tableau de bord, je dirais, un peu divers, avec des sources diverses, balance ou banque, avec une structure diverse, des soldes intermédiaires de gestion ou bien une balance avec tous les comptes en ligne. Et là, je laisse Timothée continuer sur la manière dont on peut importer tout ça dans AGCAP. Parfait. Hop. Merci beaucoup Jean du coup pour votre témoignage et votre retour. Juste du coup très rapidement pour revenir à ce que vous avez dit, en effet les entreprises en fait qui vont tirer leur épingle du jeu de ce type de situation, c'est les entreprises du coup qui auront anticipé le plus possible en fait différents scénarios. Donc déjà il y a un vrai focus sur le présent à faire en identifiant du coup et en comprenant vos différentes structures de coûts et en ayant une bonne connaissance de votre trésorerie cumulée. Et vraiment, le deuxième point, comme je l'ai dit, c'est sur la partie anticipation, où là, le but, c'est de faire un prévisionnel, d'anticiper justement ces différentes charges et aussi créer différents scénarios, parce que, bien entendu, le rythme d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille, il peut y avoir des fluctuations. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer différents scénarios pour anticiper chaque situation. Très rapidement, pour revenir sur les bonnes pratiques pour piloter sa trésorerie, donc comme l'a dit Jean, le premier point, c'est de construire en fait un tableau de trésorerie où en fait on va identifier les différents postes d'entrée et les différents postes de sortie. Et ensuite, c'est de venir catégoriser chaque facture, chaque ligne sur ces différents postes pour analyser en fait où est-ce que vous en êtes par rapport à vos budgets. Et donc ensuite, dans un second temps, l'idée, c'est de venir construire un prévisionnel et aussi différents scénarios pour du coup analyser ces différentes situations. Et donc pour faire cela, il y a plusieurs possibilités. Il y a la première, c'est de partir, on va dire, d'un tableur Excel. L'avantage d'un tableur Excel, c'est que c'est souple, c'est agile, mais l'inconvénient, c'est que c'est chronophage et potentiellement c'est source d'erreur. Et vous, ce que vous allez rechercher, c'est, enfin, ce qui aura un ROI pour vous, ce sera pas du coup la construction de ce tableur Excel. Le ROI que vous allez avoir, c'est dans l'analyse de ces données-là. Donc l'idée pour vous, c'est de passer le moins de temps possible sur la construction, mais le plus de temps possible sur l'analyse. Donc pour optimiser ce processus-là, l'idée c'est de passer par exemple par un outil comme AGCAP. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement quelques fonctionnalités de l'outil. Le but c'est pas de vous montrer tout l'outil. Si toutefois vous souhaitez en savoir plus, vous aurez mes coordonnées, on pourra échanger plus longuement sur le sujet. Mais l'idée c'est notamment de vous montrer comment on peut construire un prévisionnel dans AGCAP, comment on peut faire des scénarios et comment on peut automatiser le suivi de trésorerie. Alors, hop, pour ça, je vais partager mon écran. Je vous laisse juste me confirmer que vous voyez bien mon écran. Je pense que c'est bon, parfait. Donc là, le tableau que vous avez devant vous, en fait, ça correspond tout simplement au tableau de trésorerie d'une seule société. Pour les personnes ayant plusieurs structures, il est tout à fait possible de piloter plusieurs structures sur AGCAP. On peut même ensuite avoir une vision consolidée où vous aurez du coup un tableau consolidé des trésoreries de vos sociétés. Très simplement, en haut à gauche, on va retrouver la consolidation de vos soldes bancaires. Donc ça, l'idée, c'est que cette donnée-là, elle va venir évoluer tous les jours, puisque les comptes bancaires, en fait, vont être synchronisés dans l'outil. Derrière, si vous souhaitez avoir, du coup, une vision par compte bancaire, vous aurez juste besoin de cliquer sur l'onglet Vue consolidée pour avoir, du coup, le détail par compte bancaire. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir comment on peut construire un prévisionnel. Dans AGCAP, il y a plusieurs façons de mettre en place un prévisionnel. On peut se baser, du coup, sur l'historique, même si on voit qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, l'historique, du coup, parfois, il peut y avoir des écarts assez importants. On peut partir d'un historique, par exemple, avec des taux de croissance. Ça peut être une possibilité. Ou alors, on peut aussi, par exemple, partir d'un compte de résultat prévisionnel qu'on viendrait traduire, en fait, en budget de trésorerie. Et c'est du coup ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc là, ce que vous voyez devant vous, c'est un compte de résultat prévisionnel, on va dire, fictif. Donc, bien entendu, vous, si vous avez des catégories qui sont différentes, vous pourrez personnaliser cette partie-là. Regardez, vous voyez, vous pouvez vous cliquez sur importer et vous venez récupérer directement votre compte de résultat à vous. Donc, la conversion de ce compte de résultat, elle va se passer en 3 étapes. La première étape, ça va être de venir faire correspondre
vos catégories de compte de résultats avec vos catégories de budget de trésorerie, puisque potentiellement, il peut y avoir des petits écarts. Et l'idée, en fait, c'est de faire le lien entre ces deux tableaux-là. Ensuite, ça va être de venir définir vos délais, vos échéances. Donc, en fait, de renseigner, par exemple, vos délais clients et définir, par exemple, vos échéances sociales avec les salaires, etc. Et enfin, le dernier point, ça va être de venir renseigner tout ce qui va être financement et investissement en cours tout de suite ou sur les prochains mois pour prendre du coup ça en compte dans votre prévisionnel. Donc, on va commencer la conversion. Donc, comme je vous l'ai dit, la première étape de la conversion, ça va être de venir d'associer en fait vos catégories. Donc là, par exemple, mes revenus, je vais dire que ça correspond à 100% à mes encaissements clients. Voilà, je peux l'associer. Donc là, il est marqué 100%, mais par exemple, si on avait différentes sources d'encaissement, on pourrait dire, par exemple, mes revenus, c'est 75% de l'encaissement client et 25% de la subvention, par exemple. Pareil, les COGS, donc Cost on Goods Sold, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. On va dire que c'est un peu de matière première, un peu d'équipement et un peu de marchandises. Hop, j'associe. Et là, je vais modifier. Finalement, je vais me dire que c'est 50% de matière première, 25% d'équipement et 25% de marchandises. Et on va faire pareil, par exemple, avec la masse salariale. Où je vais dire que c'est des salaires, de l'URSSAF et du prélèvement à la source, par exemple. Voilà. Là, je pense que vous avez compris le principe. L'idée, c'est de venir faire correspondre chaque catégorie avec les catégories AGCAP. La deuxième étape, là, ça va être de venir renseigner vos délais et vos échéances. Donc, par exemple, c'est de dire, moi, sur mes encaissements clients, j'ai par exemple 50% qui vont être payés à 30 jours. Voilà. Et, alors, attendez, hop, autant pour moi. Voilà, j'ajoute un délai d'échéance et j'ai par exemple 50 autres % qui sont payés à 60. Pour le coût de matière première, on peut faire pareil. On peut dire que c'est payé par exemple 100% à 30 jours, par exemple. Et sur les salaires, cette fois-ci, on peut définir une échéance et dire que moi, tous mes salaires, ils sont payés par exemple le 30 du mois. Hop, à 100%. Voilà. Là, après, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Vous voyez que je vais un peu vite sur l'exercice. Mais du coup, pour résumer, l'idée, c'est qu'on peut venir définir ces délais, ces échéances, je vais y arriver, pour passer justement d'une vision comptable à une vision trésorerie. Et la dernière étape, du coup, ça va être de renseigner tout ce qui est investissement, financement à venir ou les emprunts en cours. Donc, par exemple, l'emprunt en cours, je vais par exemple l'appeler, je ne sais pas, nouvelle machine. Je choisis ma catégorie. Donc, dans ma catégorie, je vais le mettre dans remboursement d'emprunt. On peut choisir la fréquence. Donc, moi, en l'occurrence, c'est mensuel. Tous les mois, hop, je rembourse 2 000 €. On va dire qu'il me reste 37 000 € à rembourser. Et la date de la prochaine échéance, ça va être, on va dire, hop, le 29 avril. Je valide. Et là, l'outil, du coup, va me calculer mon échéancier et va mettre en place l'échéancier. Voilà, c'est en train de charger. Parfait. Et donc là, il me dit du coup que j'aurais fini de rembourser tout ça fin juillet. Donc, je vais générer mon prévisionnel. Donc là, ça peut prendre quelques secondes. Je vais attendre quelques secondes. Alors, attendez, parce que j'ai une connexion Internet qui est plutôt lente. Normalement, ça devrait marcher. Non. Hop. Alors, attendez. Petit problème technique, j'ai pas une très bonne connexion Internet. Hop, je vais vous demander une petite seconde. Alors, je vais essayer de revoir mon partage de connexion. Hop, je vous demande une petite seconde. Alors, hop, je vais me connecter à un autre réseau. Alors, quittez pas.
Ouais. Désolé, on a un petit souci de connexion sur le PC de Timothée dès que ça va à revenir. Parfait. Alors, désolé. Donc, je vais voir là si ça marche mieux. C'est vrai que j'ai un problème d'Internet. Bon, je crois que c'est en train de charger de manière... Hop, alors, attendez, je vais vous repartager mon écran. Hop. Voilà. On va voir si ça marche mieux. Je vois que ça continue toujours de tourner, de charger. Ouais, ça tourne dans le vide. Bon, en attendant, je vais vous montrer autre chose. Je vois que c'est en train de charger. Ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut automatiser du coup l'alimentation de votre tableau Agicap. Donc pour ça, je vous laisserai cliquer. Alors, hop, je vais cliquer sur l'onglet banque. En fait, quand on clique sur l'onglet banque, ici, on va retrouver en fait le détail de tous les flux bancaires. En fait, l'idée ici, et on l'a fait au préalable, c'est qu'on est venu faire apprendre à l'outil où est-ce que chaque nature de flux devait se catégoriser. Et derrière, l'outil, du coup, l'a fait automatiquement. Donc en fait, l'idée, c'est que tous les jours, on va se connecter à Agicap. Tous les jours, l'intégralité des flux bancaires vont remonter dans l'outil. Et tous les jours, du coup, l'intégralité des flux bancaires vont se catégoriser au bon endroit. Donc là, je vois par exemple le prochain loyer qui va tomber. L'outil va le reconnaître et va le catégoriser dans la bonne catégorie. Et ensuite, moi, après, quand je retourne dans mes catégories, je vois que tous mes flux bancaires sont catégorisés dans les bons postes d'encaissement ou de décaissement. Et donc là, je peux voir l'historique en fait de ce qui est passé, par exemple, au niveau des encaissements clients sur le début du mois. Pareil, du coup, au niveau de mes coûts de locaux, donc en l'occurrence mes loyers. Voilà. Et je suis vraiment désolé, du coup, sur la partie prévisionnelle, mais je vois que mon Internet est trop mauvais et je peux pas générer le prévisionnel. De toute façon, ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est que vous aurez mes coordonnées. Donc, pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin au niveau de la démonstration, je propose des démonstrations gratuites où, en fait, on personnalise l'outil à votre structure. Ça n'engage en rien. Et puis, vous, comme ça, vous pouvez voir concrètement ce que l'outil peut vous apporter. Et comme ça, on prend vraiment tout depuis le début ensemble. Je vous montre aussi la fonctionnalité de scénario qui est très intéressante, du coup, dans le contexte actuel, puisque, du coup, vous allez pouvoir scénariser, par exemple, des augmentations de coûts de matières premières sur une période donnée, simuler des remboursements d'emprunts, des baisses de chiffre d'affaires, des embauches, etc. Et pareil, il y a une partie reporting qui est très intéressante pour justement aller chercher des financements ou pour communiquer avec des pairs ou des tiers voilà, tout au long du mois. Voilà, donc je vois que décidément, mon ordinateur n'est pas très collaboratif aujourd'hui. Et je vois que ouais, je peux pas générer le prévisionnel. Écoutez, merci à tous. C'était la fin de ce webinaire. Donc, en termes de prochaines étapes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite vidéo là pour vous montrer que ça fonctionne bien et que c'est juste un petit aléa technique. Comme ça, vous pourrez voir depuis votre ordinateur comment ça fonctionne. Et évidemment, comme disait Timothée, on est à votre disposition pour faire des démos personnalisées dans votre environnement pour que vous puissiez voir un petit peu la puissance de l'outil. Encore une fois, si on refait un peu le résumé, ce qu'on dit, c'est qu'on est sur un contexte extrêmement particulier, une inflation du jamais vu depuis 70 ans, qu'il y a des décisions business à faire de manière proactive pour anticiper ce pic et de manière qui n'impacte pas de manière trop négative votre business, qu'au contraire, en fait, dans toute situation de crise, il y a des opportunités qui peuvent apparaître. Ça, il faut en être convaincu. On a des exemples, comme l'a mentionné Jean, à de multiples reprises, il y a des opportunités qui peuvent faire. Et la nécessité d'avoir un outil qui vous permet d'avoir une vision claire et nette et en temps réel de votre trésorerie est d'autant plus nécessaire pour avoir ce pilotage très fin. Donc, du coup, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et à vous souhaiter à très bientôt, soit à travers une démo, soit dans un prochain webinaire. À bientôt.